Il se leva, après un repos de quelques instants, et, sans même remercier ses libérateurs, s'en alla d'un pas lourd examiner les cadavres. Un rustre, grommela le lieutenant. L'étranger, cependant, considérait les morts avec attention. Il hocha la tête, en homme qui vient de comprendre, puis revint vers le lieutenant en se palpant les côtes, comme cherchant une ceinture pour y passer les mains. Cette assurance, chez un individu à peine sauf de la corde, fut loin de plaire à l'officier. Il semblerait, par Dieu, que vous cherchez des gens de connaissance parmi ces brigands, ou bien que vous récitez des prières pour leurs âmes. Vous vous trompez, messire, et ne vous trompez point, dit l'étranger. Vous ne vous trompez pas, car je cherchais bien là, en effet, des visages connus. Et vous vous trompez, puisque ces cadavres ne sont pas ceux de brigands, mais ceux des serviteurs d'un gentilhomme, mon voisin. On voit bien que vous ne buvez pas à la même tasse, vous et votre voisin. Un sourire ambigu passa sur les lèvres étroites de l'homme. Vous vous trompez encore en cela, messire. Et il ajouta. Mais que votre grâce me pardonne de ne lui avoir pas encore exprimé la reconnaissance qui lui est due pour l'aide efficace et le secours si prompt qui m'ont valu d'échapper à une mort certaine. Votre courage a remédié aux effets de mon imprudence. Je m'étais trop écarté de mes hommes. Du moins, ma gratitude égale l'empressement mis par vous à me servir. Disant, il tendit la main à l'officier. Celui-ci ne bougea pas. Je voudrais savoir, d'abord, si j'ai bien affaire à un gentilhomme. Je le crois. Toutefois, il me conviendrait peu d'accepter le remerciement de n'importe qui. Messire, je vois en vous la véritable fierté d'un preux. Vous parlez sagement. J'aurais dû commencer par là mon discours et mes actions de grâce. Je suis Zenobi Abdank, gentilhomme du Palatinat de Kiev, seigneur de Terre Franche et colonel du régiment du prince Dominik Zaslavski. Et moi, je suis Jean Kretouski, lieutenant à la bannière des hussards cuirassés de son Altesse le duc Yarema Vishnovietsky. Vous servez sous les ordres d'un chef glorieux. Recevez donc maintenant l'expression de ma reconnaissance ainsi que l'étreinte d'une main amie. L'officier n'hésita plus. Les hussards aux cuirasses dorées étaient enclins à traiter de haut leurs camarades des autres bannières, mais au milieu des champs sauvages, en plein steppe, ces distinctions perdaient de leur importance. D'ailleurs, il avait bien un colonel devant lui, car, en même temps que son sabre et sa ceinture, les soldats remirent à Abdank son bâton de commandement, un bâton d'ivoire à tête de corne polie, un signe des colonels cosaques. De plus, l'équipage de messire Zenobi, sa parole choisie et grave, décelait un homme rompu, aux belles manières. Aussi messire Jean Kchetouski l'invita-t-il à prendre part au repas. Un fumet délicat de viande rôtie s'échappait du feu, taquinant narines et palais. Un valet ôta les pièces de la broche et leur apporta sur un plat. Ils mangèrent de bon appétit, et, lorsqu'on eut apporté une outre de vin moldave, la conversation devint expansive. Puissions-nous bientôt regagner nos foyers fit Kchetouski. Et d'où revenez-vous, si l'on peut s'en enquérir? De très loin, de Crimée. Quelle affaire avait donc pu vous y conduire? Étiez-vous chargé d'un rachat de captifs? Non, monsieur le colonel. J'avais été dépêché au Khan lui-même. Mes compliments. Ce sont là haute connivence. Vous plairait-il de me dire de quelle mission vous étiez chargé? Je portais au Khan une lettre autographe de son Altesse le duc Yarema. Un ambassadeur, alors. Et commandait son Altesse au Khan. Monsieur le colonel, ce que vous avez eu à démêler avec ces malfaiteurs qui vous ont passé un licou reste votre affaire, mais ce que le duc a pu écrire au Khan n'est ni la vôtre, ni la mienne. Elle est strictement celle du duc et du Khan. Je m'étonnais tout à l'heure, répliqua Abdank, que son Altesse eût fait choix d'un aussi jeune ambassadeur. Mais votre réponse, messire, me prouve que, si vous êtes jeune par les années, vous possédez l'expérience et la sagesse de l'âge. Le lieutenant goûta ces paroles flatteuses. Il lissa sa moustache et s'enquit. Mais vous, colonel, me direz-vous ce que vous veniez faire là, tout seul, sur les rives de l'Olménitchek? Je n'étais pas seul, mais j'avais laissé mes gens en arrière. Je vais à la citadelle de Koudak, chez messire Grodek, vers qui l'illustrissime seigneur Hetman m'a expédié muni de lettres. Pourquoi ne vous y rendez-vous pas par haut? J'avais des instructions dont je ne pouvais m'écarter. Cela me paraît étrange. Ces pénibles conjonctures que vous venez de subir, vous les eussiez sûrement évitées en radeau. Messire, le steppe est tranquille maintenant, je le connais, et pas d'aujourd'hui. Ce qui m'est advenu est le fait de la jalousie et de la méchanceté d'un particulier. Quel est donc cet ennemi qui s'en prend à votre vie? Il y a beaucoup à dire à ce sujet.
Un mauvais voisin, monsieur le lieutenant, qui détruit mes moissons, me pourchasse sur mes propres terres, et qui a assailli et battu mon fils. Et vous venez de voir qu'il en voulait à ma gorge. Ne portez-vous pas un sabre au côté? Sur le masque puissant d'Abdank passa un éclair sombre. Il répondit lentement. J'ai un sabre, en effet, et que Dieu me damne si désormais j'emploie d'autres arguments contre mes ennemis. Le lieutenant allait répondre, quand soudain, dans le steppe retentit un piétinement de chevaux, ou plutôt le gargouillis de leurs sabots dans les herbes détrempées. Ce sont sans doute mes gens, fit Abdank. Je leur avais donné rendez-vous en ce lieu, sans m'attendre à un guet-apens. Quelques instants après, une troupe se rangeait en demi-cercle autour du tertre. Au reflet de la flamme, on distinguait les têtes annélantes des chevaux, et, au-dessus, les visages inclinés de cavaliers qui tenaient la main à hauteur des sourcils pour mieux pénétrer les ombres vaguement rougeoyantes. « Hé, les gens, qui êtes-vous » cria Abdank. « Les serviteurs de Dieu » répondirent des voix dans la nuit. « Oui, ce sont bien mes gars » dit Abdank tourné vers le lieutenant. « Salut, mes amis » Déjà, quelques-uns avaient mis pied à terre et s'approchaient du feu. « Nous avions hâte d'être ici. Qu'y a-t-il eu, petit père ?»« Un guet-apens. Chetko le traître, au courant de tout, m'attendait ici avec ses complices. Ils ont voulu m'étrangler. »« Dieu t'a préservé, petit père. Mais quels sont ces lacs que nous voyons autour de toi ?»« Ce sont des amis, des braves. Louange soit rendue à Dieu. Me voici sauf. Nous allons repartir. »« Louange à Dieu. Nous sommes prêts à te suivre. » Les nouveaux arrivants tendaient les mains à la flamme, car la nuit était froide. Ils étaient une quarantaine, et ne ressemblaient point à des Cosaques réguliers. Tout cela commençait à paraître suspect au lieutenant. Si le grand hetman eût envoyé messire Abdank à Kudak, il lui eût donné une escorte de Cosaques réguliers. Et, encore une fois, dans quel but avoir pris le chemin du steppe, où les nombreux cours d'eau à passer ne pouvaient que retarder la marche? C'était à faire croire que messire Abdank avait intérêt à éviter les approches du fort. En outre, la personne elle-même du prétendu colonel donnait à réfléchir au lieutenant. Il remarqua que les Cosaques, généralement assez familiers avec leur chef, l'entouraient de marques de respect réservées d'ordinaire au hetman, investi par l'autorité souveraine du roi. Ce devait être là un personnage d'importance, et Kshetuski n'avait pourtant jamais entendu ce nom d'Abdank. Le visage de cet homme reflétait une volonté irréductible. Ce même caractère se lisait sur les traits du duc Yarema Vishniowiecki. Mais ce qui, chez le prince, était un attribut naturel de sa haute naissance et de son pouvoir, ne laissait pas d'inquiéter chez un inconnu, rencontré au hasard du steppe. Messire Kshetuski tergiversa longuement. Avait-il affaire à quelque puissant banni, qui, pour échapper au verdict, s'était réfugié dans les champs sauvages? Ou peut-être à un brigand cosaque? Mais cela était peu vraisemblable. Aussi bien l'équipage que la parole de cet homme montraient qu'il en était autrement. Ne sachant à quoi s'en tenir, le lieutenant demeura sur ses gardes. Abdank, cependant, avait donné l'ordre de sceller sa monture. « Monsieur le lieutenant, dit-il, le temps me presse, ma route est longue. Laissez-moi, Derechef, vous remercier. Puisse Dieu me permettre de m'acquitter, quelques jours, par un service analogue. J'ignorais qui je secourais, je n'ai donc aucun droit à votre reconnaissance. C'est votre modestie qui parle, une modestie pour le moins égale à votre courage. Faites-moi la grâce d'accepter cet anneau, en souvenir de moi. » Le lieutenant fronça les sourcils et recula d'un pas, mesurant Abdank du regard. Abdank poursuivit avec une gravité presque paternelle. « Voyez, non point pour sa valeur, mais pour les vertus qui y sont attachées, je vous conjure de ne point repousser ce présent. Tout jeune encore, en captivité chez l'infidèle, j'ai reçu cette bague des mains d'un pèlerin qui revenait de Terre Sainte. Le chaton recèle un grain de la poussière du sépulcre. Il n'est pas permis de refuser un tel don, fût-ce de main criminelle ou coupable. Vous êtes jeune, messire, vous êtes soldat, et puisque la vieillesse, proche déjà de la tombe, ignore ce que lui réserve encore l'heure dernière, à plus forte raison la jeunesse, qui, ayant un long chemin devant elle, s'y voit exposée à un nombre plus grand d'incidents imprévus et d'aventures. Cet anneau vous gardera de la méchanceté du sort, et vous sauvera au jour du jugement suprême. Et je vous le dis en vérité, voici que ce jour se lève au-dessus des champs sauvages. Un grand silence se fit. On n'entendait que la rumeur des braises et l'ébrouement des chevaux. Soudain, Abdank répéta, comme s'il se fût parlé à soi-même. Le jour du jugement se lève sur les champs sauvages, et, lorsqu'il arrivera, le monde entier en sera étonné. D'un geste presque automatique, surpris qu'il était par les paroles de cet homme étrange, le lieutenant prit la bague qu'on lui tendait. Abdank garda un moment les yeux fixés au loin, sur le steppe obscur, puis il se détourna et enfourcha son cheval. « En route! En route !» lança-t-il à ses gens.
Et vous, lieutenant, mon compagnon, que Dieu vous garde. Les temps sont tels que le frère se défie du frère aujourd'hui. Vous ignorez le nom de celui que vous avez sauvé de la mort. Vous ne vous appelez donc pas Abdank? Abdank, répondit l'étranger, n'est que la devise de mes armes et le nom de mon blason. Mais votre nom? Bogdan Zenobi Khmelnytsky. Il dit, et lança son cheval sur la pente de la colline. Ses hommes le suivirent. Bientôt il disparaissait dans la nuit, mais quand ils se furent éloignés d'un demi-stade, le vent du steppe rapporta au campement les paroles du chant cosaque dont ils emplissaient la nuit. Ô délivre-nous, Seigneur, délivre tes esclaves du joug si lourd de la loi musulmane. Les voix s'affaiblirent par degrés, se confondirent avec les souffles indécis de la plaine.